Les inondations ont durement affecté la campagne agricole 2024. Selon le département, notre pays a enregistré une perte de plus de 645 000 tonnes de céréales en raison des inondations qui ont touché plusieurs régions du pays. Les détails dans cette édition. Pour la réhabilitation des terres dégradées dans le delta intérieur du Niger et le tracé de la Grande Muraille Verte au Mali, la Banque mondiale a financé 118 sous-projets. La cérémonie de signature des conventions de financement a eu lieu ce jeudi à Bamako. Le préjudice financier des manquements qui s'élève à plus de 345 millions de francs CFA contre la direction des finances et matérielles du ministère de la Jeunesse et des Sports a finalement fait réagir le département. Face à la presse, le ministre de la Jeunesse et des Sports s'est prononcé sur la question. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations sur la télé Totalement Votre Renouveau Télé. Le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a organisé aujourd'hui, 30 janvier 2025, la cérémonie de signature des conventions de financement pour les 118 sous-projets de restauration des paysages retenus dans le delta intérieur du Niger et le tracé de la Grande Muraille Verte au Mali. Ce projet vise à réhabiliter les terres dégradées et renforcer la résilience des populations. Son coût s'élève à 90 milliards de francs CFA sur une période de 7 ans. La cérémonie s'est tenue au Centre international de conférence de Bamako, CICB. Le compte-rendu est signé Amadou Diarra, Matala Ouattara. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet de restauration des terres dégradées, le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a organisé cette cérémonie de signature des conventions de financement pour les 118 sous-projets de restauration des paysages retenus dans le delta intérieur du Niger et le tracé de la Grande Muraille Verte au Mali. Ce projet revêt d'une importance capitale pour le développement durable. Financé par la Banque mondiale, ce projet propose une solution durable pour améliorer la condition de vie des populations locales. Ces initiatives améliorent la qualité de vie de 2 millions de personnes vivant dans ces zones et redonnent espoir à des communautés confrontées à des défis sans précédent. De plus, les activités prévues renforcent la sécurité alimentaire, améliorent la gestion des ressources en eau et soutiennent la transition vers une économie verte, tout en préservant les écosystèmes critiques, réduisant les risques d'inondation et d'érosion et augmentant la productivité agricole et pastorale. Les 10 projets concernent 142 000 personnes avec une attention particulière accordée aux femmes et aux jeunes, représentant 52% des bénéficiaires et la création de 100 000 emplois verts. Et pour garantir la mise en œuvre efficace du projet, un bon encadrement des bénéficiaires est essentiel. Pour garantir la réussite des sous-projets et maximiser les impacts positifs sur les communautés de leur localité d'implantation. Monsieur le Premier ministre, mes collègues m'ont chargé de vous réaffirmer notre détermination à jouer pleinement notre rôle dans la mise en œuvre des suivis de ces projets. Nous veillerons à ce que les activités soient bien mises en œuvre, que les ressources soient utilisées de manière efficace et que les résultats soient durables. La cérémonie a été sanctionnée par la signature des conventions de financement pour les 118 sous-projets de restauration des paysages, renforçant ainsi l'engagement des parties prenantes envers la durabilité environnementale et le bien-être des populations. D'un ministère à un autre, le ministère de l'Agriculture a abrité aujourd'hui la 15e session du Conseil élargi de cabinet consacré au secteur du développement rural. Cet événement a réuni différents acteurs clés de l'agriculture offrant une plateforme pour des échanges constructifs sur des enjeux fondamentaux pour l'avenir du secteur. Un des sujets préoccupants soulevés lors de cette rencontre a été la perte de plus de 645 000 tonnes de céréales durant la campagne agricole 2024 en raison des inondations qui ont touché plusieurs régions du pays. Lolo Madibaté nous en parle.
L'un des sujets évoqués lors de cette 15e session a été les conséquences des inondations sur la campagne agricole et les mesures à mettre en place pour atténuer les impacts. En plus de faire le bilan de la production céréalière, le ministre de l'Agriculture a évoqué les pertes de production. Nous avons noté que notre pays a enregistré une production céréalière d'environ 11 10 851 tonnes, 569 300 tonnes de coton, 96 750 tonnes de viande contrôlée et 113 218 tonnes de poissons. Il ressort des missions d'évaluation que les crues exceptionnelles ont occasionné la destruction des cultures sur 367 294 hectares, soit 4,56% des superficies emblâmées, impactant ainsi 101 160 exploitants agricoles. Les principales cultures concernées sont le riz, le maïs, le mil, le sorgho, le niébé, l'arachide et le sésame. Les pertes de production encourues sont estimées à 647 529 tonnes. Garantir une production agricole durable et résiliente, capable de faire face aux aléas climatiques, a constitué un point central des débats. Cette rencontre a également permis de définir les objectifs pour la campagne agricole 2025. Aussi, il est à noter que les objectifs fixés par la campagne agricole 2025, qui va démarrer bientôt, se chiffrent à 11 696 721 tonnes, toutes céréales confondues, 682 000 tonnes de coton-graines, 203 441 tonnes de viande, 128 880 tonnes de poissons. Et en termes de semences, il sera produit 5 000 kilos de pré-base et 28 000 kilos de base. Bien que des progrès aient été réalisés, des défis demeurent. Les acteurs présents ont convenu de la nécessité d'une coopération renforcée entre tous les partenaires afin d'assurer une mise en œuvre efficace des mesures à prendre. Fausse facture et réutilisation de factures, paiement de dépenses inéligibles, paiement irrégulier de primes suite à l'ajout de noms fictifs. Voici, entre autres griefs formulés par le bureau du vérificateur général contre la direction des finances et matérielles du ministère de la Jeunesse et des Sports dans un rapport publié cette semaine. Le préjudice financier de ces manquements s'élève à plus de 345 millions de francs CFA provenant des budgets 2023 et 2024. En conférence de presse cet après-midi, le ministre Abdoul Kassim Ibrahim Fomba a exigé des personnes impliquées le remboursement des fonds présumés détournés. Nous l'écoutons au micro de Maliki Diallo. Par rapport à certains faits, il est important quand même de constater que lorsque vous lisez bien, prenez le temps de lire. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais prenez le temps de lire. Il y a ce qu'on appelle les exercices. Prenez le temps de lire pour vous situer dans les exercices. Ne vous emballez pas trop vite, surtout ceux qui aiment beaucoup ma photo. Lisez bien et je crois que ça va beaucoup vous aider. Mais quoi qu'il en soit, des mesures vont être prises pour corriger un peu tout ça. S'il y a des remboursements à faire, les remboursements se feront. Si le DFM doit rembourser, il va rembourser. Le comité a déjà commencé à rembourser. Mais regardez le bon côté des choses. L'audit est fait pour essayer de régulariser les choses. Les caisses de l'État, ce sont aussi vous, votre caisse. Donc vous devez vous assurer que les choses sont gérées convenablement. C'est mon travail, moi aussi au niveau de ce département. Il ne faut pas que les gens le prennent mal. Si quelqu'un doit rembourser, qu'il a pris l'argent de l'État, il rembourse. Parce que l'argent de l'État, ce n'est pas son argent. Si c'est l'argent de sa poche, s'il veut, il se met sur le pont, il jette ça dans le fleuve, ça c'est son affaire. Mais l'argent de l'État, c'est l'argent du contribuable malien. Donc obligatoirement, il faut une gestion saine de cela. Donc aujourd'hui, l'audit a ressorti qu'il n'y avait pas une gestion saine de certains fonds.
Les hommes de la presse étaient à l'honneur ce jeudi 30 janvier 2025 dans le cadre de l'atelier d'information et de sensibilisation sur les réformes politiques, institutionnelles, administratives et électorales du ministère délégué chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral. Cette rencontre qui vise à outiller les responsables des organes de presse sur les différentes réformes a eu lieu à la Maison de la Presse de Bamako. Hawa Sanogo, Zakaria Omar Keita, compte rendu. Débuté le vendredi 24 janvier 2025, la série d'ateliers d'information et de sensibilisation sur les réformes politiques initiée par le ministère délégué chargé sur des réformes politiques et du soutien au processus électoral a pris fin par les responsables des organes de presse. Le président de la Maison de la Presse a encouragé le ministre délégué à multiplier les initiatives à l'endroit de la presse au regard de son rôle dans le processus électoral. Ce jour est un grand jour pour nous. La presse professionnelle a un grand rôle à jouer dans la compréhension, l'appropriation et la diffusion de la bonne information au profit des populations. Le succès des actions du gouvernement dépendra bien évidemment de l'implication de la presse et de sa pleine et entière implication au succès des réformes qui sont faites. Le ministre Mamani Nassiri a profité de cette occasion pour inviter les acteurs de médias à s'approprier les thématiques abordées lors de cet atelier afin que la population puisse avoir de bonnes informations. Cet atelier que nous avons appelé atelier d'information et de sensibilisation sur les réformes politiques, administratives, institutionnelles et électorales est d'une importance capitale pour le gouvernement, au sens où il se propose de rappeler les points forts des réformes déjà engagées par la transition, notamment l'adoption de la nouvelle constitution, également les réformes induites par cette constitution et les autres réformes. Et en même temps, cet atelier s'inscrit dans la mise en œuvre de la feuille de route donnée par le président de la République au nouveau gouvernement lors du Conseil des ministres inaugural du 27 novembre 2024. Les sentiments patriotiques que nous savons au niveau des organes de la presse, des responsables que vous êtes, nous comptons sur une animation vraiment de qualité et une écoute attentive. Et pour notre part, nous sommes très ouverts à toutes les questions qui concernent aussi bien la Constitution que les autres réformes. Pour rappel, cette série d'ateliers qui a vu la participation des autorités administratives, des forces vives, des départements ministériels et les hommes de médias a pour objectif principal de contribuer à la promotion des réformes politiques. Actualité dans un autre registre, dans le cadre de la série de consultations avec les opérateurs économiques du pays pour opérationnaliser un plan d'action de la stabilisation des marchés, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, a rencontré ce jeudi 30 janvier 2025 au sein de son département les acteurs de la filière de fer à béton au Mali. Les échanges ont porté sur les engagements des acteurs pour le respect des normes du fer à béton afin de minimiser l'écroulement des maisons et de s'assurer de la disponibilité, mais aussi de chercher des solutions pour l'accès au fer à des prix abordables. L'occasion a été également saisie par le ministre Diallo pour mettre en garde tous les acteurs qui importent frauduleusement le fer. Pour en savoir plus, nous l'écoutons au micro de nos reporters Bakary Msidibé et son caméraman. La principale conclusion qui est sortie donc de notre rencontre de ce matin, c'est l'engagement pris par chacun de respecter à partir de maintenant les normes. Après une phase d'information, de sensibilisation, de pédagogie, amener les usines à aller vers le respect des normes, nous voilà en définitive arrivés à cet accord-là. Cet accord qui va être signé entre toutes les usines de fabrication de fer à béton dans notre pays avec le ministère de l'Industrie et du Commerce à l'échéance d'une semaine et va rentrer en vigueur donc à partir du jeudi prochain. Ça, c'est une avancée majeure et
je pense qu'à partir du moment où cet engagement est acté, signé entre l'ensemble des usines et le ministère de l'Industrie et du Commerce, on va rentrer dans une nouvelle phase qui sera la phase du suivi et du contrôle. Nous avons aussi échangé sur la problématique de la réduction du prix d'accession au fer par les populations. Je pense aussi que les propositions pertinentes qui ont été formulées doivent nous amener à échéance très courte, de façon aussi à assurer l'accessibilité, la disponibilité et le prix abordable du fer pour nos populations. Donc je pense que cette mission, on l'a fait pour le riz, on l'a fait pour le ciment, on vient de le boucler avec vous sur le fer, et il y a d'autres chantiers que nous allons ouvrir. En tout cas, aucun chantier ne sera de trop pour être ouvert au ministère de l'Industrie et du Commerce. Mais en contrepartie aussi, nous, les unités industrielles, ont demandé aussi des mesures d'accompagnement de l'administration et de l'État pour qu'on puisse protéger nos industries qui font face à beaucoup de problèmes, qui sont la concurrence déloyale, qui par l'importation du fer à béton. Et donc nous avons été positivement satisfaits de la réponse du ministre de l'Industrie et du Commerce, qui vraiment fait un travail énorme pour soutenir les industries et qui comprend toutes les difficultés. Justice, l'audience ordinaire du tribunal militaire de Bamako a eu lieu le mardi dernier sous la présidence du procureur du tribunal militaire, le magistrat colonel Soumaïla Bagayoko. Pour cette audience, 2 affaires impliquant 12 prévenus, dont des civils, étaient inscrites au rôle. Les détails avec Keita Gabriel. Pour cette audience ordinaire du tribunal militaire de Bamako, 2 affaires étaient inscrites au rôle. Il s'agissait d'un cas de trafic et de vente d'armes, de munitions de guerre et d'effets militaires, de complicité et violation des consignes militaires. Cette première affaire implique 9 prévenus, dont un officier supérieur, un adjudant-chef-major, un adjudant-chef, un sergent-chef, un sergent, 2 caporaux et 2 civils. Pour la deuxième affaire, elle porte sur un cas de détention, de consommation, de stupéfiants, de complicité et violation de consignes générales militaires. 2 soldats de première classe et un civil sont visés dans cette autre affaire. Le procureur du tribunal militaire, le magistrat colonel Soumaïla Bagayoko, a rappelé que les 2 affaires sont des anciens qui avaient été renvoyés lors de l'audition précédente. Il précise que ces faits incriminés peuvent être qualifiés d'infractions criminelles dont la peine va de 5 à 10 ans ou plus. Quelle que soit la durée d'un tronc d'arbre dans l'eau, il ne deviendra jamais un crocodile. Proverbe africain. Excellente soirée à tous. À demain.